va faire comme ça, là. D'accord. Juste une chose, vous avez entendu la voix? Ça, c'est la Il a une voix extraordinaire, c'est vrai. Ah ouais, bah attends, c'est ce qui fait la différence. Il a une présence. Des années de bibine, de shoot et de club, quoi. Eh ben, on encourage tout le monde à faire ça, non, du coup. Hein. Allons-y. Ah, ouais. Et du talent. Ah, ça, c'est sûr. Du talent, il y en a. Aiguille. Oui, effectivement. Donc dans les années, à partir de 65 jusqu'en 70, je suis monteur son, assistant stagiaire, je fais mon stage labo, je fais des doublages de films allemands, italiens, américains, en français aussi, on doublait aussi en anglais, enfin bref. Et puis il y avait un producteur français qui nous a amené qui s'appelait Denel, Robert Denel, qui nous a amené des films français à monter. Donc on a monté des films français, le premier film de Boisset, ce qui est un Copland, enfin bref, et aussi l'ex, c'est Bava qui a démarré avec lui, Ricardo Freda. On a monté, il a fait les 2 Orphelins, il a fait des trucs comme ça. Et mon père arrête en 70, et moi, comme monteur son, je continue. Avec mon frère, on se partage le matos, les machines et tout, mais je monte une salle de montage totale avec une banque son, j'ai tout. Et je continue mes doublages, mes trucs et mes machins. Et un jour, il y a Monsieur Denel, le comte, 60 balais. Mon cher Gérard, je vais vous amener un film, vous pouvez tout faire dessus, le son, il est muet, il fallait tourner muet. Et c'est un film de Jess Franco. Donc, et qui s'appelle Les Démons, qui est un film érotique. Donc j'ai commencé dans les films érotiques à tout faire, la post-synchro, les musiques, choisir des musiques, à bruiter, enfin c'est... Et de là, ça m'a amené, ça je l'ai fait jusqu'en 74, j'ai fait plusieurs Franco, puis je continue les doublages, et de là en 74, je me suis dit, mais on va en faire un avec des potes, et on a fait L'amour à la bouche, qui est un film érotique, soft, dans la lignée d'Emmanuel, une histoire de mannequin, avec ses fantasmes, je joue dedans ses flashbacks. Je suis son fiancé, j'ai 28 ans. Et puis le film sort, marche pas trop, on le vend partout, aux États-Unis, en Italie, on s'est fait escroquer en Italie, mais ça c'est une autre histoire. Et du coup, il y a un jour, en 75, je reviens à la salle de montage, et il y a Claude Mulot, Frédéric Lansac, qui me connaissait par sa femme, qui était une comédienne de doublage, et qui me dit, moi je vais faire un film qui s'appelle Le sexe qui parle, il paraît que tu fais tout. Je le tourne à l'italienne, je fais tout. Et voilà, et je monte Le sexe qui parle, alors mes premières roches hard, avec Sylvia Bourdon, des trucs infernales, mais je le fais, je le mène jusqu'au bout, montage d'image, montage son, tout, bref. Et j'en fais comme ça 7-8, des gros menus avec, ainsi de suite, détaillés. Et un jour en 77, je me dis, bon ben j'en fais un, puisque je peux tout faire. Mais le truc, c'est qu'en fait, entre monter un film et le tourner, c'est complètement différent, mais je l'ai fait. Et il s'appelle, je l'ai tourné sous le titre de Partie fine, d'Indécence 1930, avec Brigitte Lahaye, Alban, mais je ne les connaissais pas, je les avais vus que sur... puisqu'en doublage, on les doublait en fait. On les doublait, c'est pas eux qui venaient se pas synchroniser. Donc en fait, je ne connaissais pas, et quand je suis arrivé sur le plateau, j'étais producteur en plus, c'est un film de 1930. Donc j'avais en moi le producteur et le réalisateur. C'était un peu schizophrénique, et j'ai fait un film qui est sorti sous le titre de Partie fine, qui a cartonné. Voilà, et du coup, après, j'ai pu arrêter. Voilà, je l'ai monté, je faisais tout. Donc, et sur Partie fine, comme j'avais peu de moyens, que c'était un film d'époque, j'étais réalisateur, premier assistant, directeur de prod, régisseur et monteur. Pas mal, hein. Il y avait 2 parties. Moi, si j'ai fait ces films-là, c'est en me disant je vais me faire connaître et je ferai des films traditionnels après. Mais c'est pas pour ça qu'il fallait que je fasse des films de merde. J'étais producteur, je pouvais très bien gratter, parce qu'en tant que producteur de ce genre de film-là, tu avais une enveloppe en fait, entre l'étranger et la France, tu avais une enveloppe, je faisais la version soft aussi, mais je les vendais dans 40 pays, moi, les films. Et à faire, je le faisais très sérieusement, c'est-à-dire que moi, tous mes films sont découpés, séquence 1, plan 2, plan 3, les timings, les 80% des plans à l'écran dans mes films hard, ils sont écrits, hein, avec les découvertes, avec les amorces, avec les mouvements de caméra. J'étais monteur, donc je savais ce que je faisais. Et ça, c'était le côté... et puis on tournait en 5 jours, tu vois, avec des budgets
on avait 350 000 francs, alors qu'un film classique c'était 5 millions, un budget entre 5 millions et 10 millions de francs, 15 millions, on avait 350 000 francs, on avait 8 000 mètres de péloche sur un film classique, ils avaient entre 30 000 et 100 000 mètres suivant le film, tu vois, c'est costaud, et donc il y avait une énergie, et j'avais monté une équipe, on était mais soudés à un point, je pouvais les emmener, ce qui est génial c'est que je pouvais les emmener partout. On avait des relations avec les comédiens et comédiennes, ardeurs, mais qui étaient tout à fait humaines. Si on n'était pas là, non, c'était bon. On employait les termes qu'il fallait. Au début, mon premier film, premier jour de tournage, j'osais pas, sur partie fine, j'avais jamais tourné de film, j'osais pas dire, bon ben tu prends la queue, puis tu lui fais une pipe, j'osais pas. Alors tu lui prends le sexe et tu... J'étais là, puis après, bon, ça vient, puis il y a des trucs qui se passent, enfin, même les filles, elles rigolaient elles-mêmes, puis on avait des expressions, par exemple, on demandait en casting, est-ce que tu fais l'entrée des artistes? Bon, c'était, alors on a appelé, est-ce que tu te fais défoncer le cul? Non, c'était, tu fais l'entrée des artistes? Non. Alors on prenait une doublure, il y avait un couple spécialisé, il y avait des trucs comme ça, il y avait un couple spécialisé pour les sodomies. J'avais une équipe géniale parce que c'est des mecs qui m'ont transmis leur savoir, que ce soit chef électro, chef machinot. Pas du tout, ils nous disaient tout ce qu'ils pouvaient faire, ils allaient encore plus loin. Et moi je disais, on va faire ça, tu vas voir. Ils le tentaient, on en avait rien à foutre. On n'était pas jugés sur ces films. Quand j'arrête les films hard en 82, mon dernier film hard, de 77 à 82, BG, mes salopes, quand même. Tourné sous le titre de Féminin Hard, très joli titre, et c'est le distributeur qui changeait les titres au CNC. Féminin Hard devient BCBG, mes salopes. C'est classieux, c'est cool. Mais ça nous appartenait, ça m'appartenait plus. Et donc j'arrête, et à Cannes, j'avais mon associé Wilfried Dodd, qui était un mec génial, un vendeur étranger, on avait monté une boîte qui s'appelait Gold Productions. Et à Cannes, il connaissait le monde entier. Il me présente un mec qui s'appelle Harry Alan Tower, Mr. Hat. On parle, et Mr. Hat, il me dit, voilà, j'ai un film pour le channel Playboy. Est-ce que ça intéresse, vous intéresse? Il y avait un sacré truc, parce que c'était une traite Playboy payable à la livraison du négatif, tourné 19e siècle, comme Jekyll. Mais alors j'ai tourné en France, à Louviers, à Cabourg, machin et tout. Donc ça a fonctionné, c'était pour... donc Harry s'est trouvé en confiance, j'en ai fait un autre, et un jour il me dit, Gérard, on va faire... ça t'intéresse j'ai Oliver Reed pour faire un film Dragonard qui se passe dans les îles les îles anglaises au XVIIIe siècle. Il joue le rôle d'un Torquemada affreux, méchant, il a la gueule de l'enfant, dictateur et tout, ouais. Et là, je lui dis oui, je me retrouve avec alors une grosse équipe, énorme équipe, avec Gru, 80 personnes. Là, c'était génial. Là, ce que je voulais dans la mesure du. Et je me suis très bien entendu avec lui. J'en ai fait deux. On a fait une suite. Ça, c'était en 87. Et du coup, Harry me dit on va faire l'île au trésor, si tu veux, avec de nouveau Oliver Reed. Puis on a annulé l'île au trésor. Et un jour, il m'appelle au téléphone. Il me dit, dis donc, ça te dirait de... Tout ça en anglais. Hein. J'ai une histoire sur Harry. Mr. Hat. Il me dit, Kiko, il m'appelait Kiko. Dr. Jekyll, Mr. Hyde avec Tony Perkins, ça te dit? On n'hésite pas longtemps avec ça. Tu dis même pas où est le contrat, tu dis, pas de problème, Harry. Je suis parti à Los Angeles, j'ai rencontré Perkins là-bas. Et ça s'est très bien passé. Parce que le scénario était... j'ai demandé à Tony s'il était d'accord sur mes... Entre autres, dans le scénario original, il mourait à la fin, il se suicidait vraiment. J'ai dit non, le mal gagne dans cette période des années 80, toujours maintenant d'ailleurs, mais le mal va gagner, et pas, le mal continue, tu ne vas pas tuer le mal en lui-même, c'est un concept du mal, M-A-L, Hyde. Il assassine, donc tu ne peux pas le tuer, c'est pas vrai. Donc tout ça, il était ok, enfin bref, et on a fait le film, donc on a tourné à Londres et à Budapest. Voilà, moi je me suis très bien entendu avec... Tu sais, quand tu as tourné avec Oliver Reed, qui était bourré depuis le matin à 9h, tu peux tourner avec tout le monde derrière. J'ai tourné, voilà. Et donc après Jekyll, qui s'est très bien passé,
passé, on l'a monté à Londres, et du coup, après, il m'a proposé Buried Alive, qu'on a fait avec Robert Vaughn, qui est moins excitant que Perkins, mais il y avait Donald Pleasance, avec qui on s'est bien marré. Donald Pleasance, qui est un mec plein d'humour, et puis c'est des comédiens, c'est magique, quoi. Alors Dominique, on l'a vu dans beaucoup de films cultes, archi-cultes, hein. C'est pas Loïc qui va me contredire. Vibro Boy, le court-métrage, Doberman, Blueberry, j'oublie quoi, 99 francs, Amélie Poulain aussi, tu fais une apparition dedans. Vraiment beaucoup de films. Tous les films de Yann déjà. Tous les films de Yann Kounen, effectivement, pratiquement. Tous les films de Kounen en gros, et tous les films de Jeunet. De Jeunet aussi, en ouais. gros, ouais. Bah, Je t'en prie, Loïc. Non, mais je vous en prie. Justement, Yann Kounen, donc il y a une fidélité des réalisateurs par rapport à toi. Alors comment tu expliques ça? Il y a une amitié qui se lie derrière, ou c'est qu'une question finalement de talent? Comment ça se passe? Avec Yann Kounen par exemple. Je crois que l'important dans le staff, le mien en tout cas, c'est si t'as pas envie, déjà c'est pas la peine de le faire, et si t'as pas de chance, c'est pas la peine de le faire. Voilà. C'est-à-dire, je parle de chance, c'est-à-dire si tu chopes pas la chance. Ouais, l'opportunité. Je pense que n'importe qui peut avoir de la chance. Moi, je pense que la chance, elle est là. Ouais. Quand les gens disent, moi, j'ai jamais de chance, ça veut dire que tu cherches la malchance. Pour moi, hein. Oui, ça, c'est quelque chose d'un peu plus... bon, ça se tient. je suis comme ça. Donc, il y a... Ouais, je corresponds à un truc, vu ma tronche, vu ce que je projette, et je rencontre des gens qui, tout d'un coup, croisent le truc, mais c'est possible que j'en ai rencontré à d'autres moments qui ont croisé mon truc, mais je ne les ai pas chopés, quoi. Voilà. Donc, c'est... Yann Kounen, et puis Yann Kounen, on est parti... j'ai fait son premier truc avec les Elmer Footbeat, avec... ça aurait plu. Moi, ce que j'aime chez Daniela, c'est qu'on peut y mettre les doigts, enfin, voilà. Et j'ai déboulé là-dessus, parce que le mec, c'était Margot Marguerite, qui a, enfin bref, une histoire, une anecdote, comme il aime bien Gérard, qui est tombé malade. Kounen cherchait un lascar qui pouvait remplacer ce mec. Moi, je tournais avec, je faisais un plan avec la copine de Jean-Pierre Jeunet à cette époque-là, mais je bossais pas du tout avec Jeunet, mais avec sa copine. Il appelle un peu tous ses potes, tous les gens du cinéma. Il tombe sur cette nana qui lui présente des bouts parce qu'elle voulait faire un court-métrage. Il tombe sur ma gueule et voilà. Il dit bah tiens, je vois bien voir ce mec-là. Je vois ce mec, on fait les essais chez lui, machin, et puis voilà quoi. C'est ça. Donc c'est aussi une belle amitié qui se crée. Ah ouais, parce qu'on a nettoyé les gouttières, ouais. Ouais. Avec Jeunet, c'est pareil, Jean-Pierre Jeunet? Non, Jean-Pierre, c'était sur Delicatessen. J'étais branché sur le bordel. J'ai fait l'école de, si ça dit à des gens, qui s'appelait l'école du passage, qu'a créé Niels Arestrup. Voilà, qui était une super école un peu à l'américaine, et qui prenait des vieux, parce que moi j'ai pris staff un peu tard, quoi. Donc je suis entré dans cette école et il y avait donc une nana qui était voisine de Jean-Pierre Jeunet dans ma classe. Et Jean-Pierre, à ce moment-là, cherchait des gens pour Delicatessen. Et elle me prenait la tête tout le temps, mais envoie une photo, t'as une gueule, enfin, tu vois le truc. Et moi, je dis, moi non, rien à foutre. Voilà, bref, je fais mon école, je paye mes cours, donc je dois aller au cours, enfin, voilà. Mais quand tu payes, t'y vas. Et c'est encore une anecdote, je lui ai filé, à un moment donné, elle m'a tellement pris la tête que je lui ai filé ma photo de ma carte d'identité, quoi. Je lui ai dit, ben donne-lui ça, et puis j'ai décroché du bordel, quoi. Et donc j'ai fait Delicatessen. Voilà. Et c'est né comme ça, justement, cette fidélité. Ouais, c'est né comme ça, et après Clovis Cornillac, qui devait faire mon rôle, Jean-Pierre me rappelle, me dit, mais Clovis, il peut plus le faire parce qu'il était pris pour un tournage sur un machin, et donc j'ai fait un rôle un peu plus important. Encore les questions de chance aussi qui... Complètement. Mais de talent aussi. Bien entendu, bien entendu. De talons aiguilles. Évidemment. Celui qui pique. Ton rôle d'Élif
Froissart, dit l'abbé, on se rappelle tous de l'abbé dans le film d'Oberman de Yann Kounen, qui a marqué une génération, le film, parce que quand on regarde, c'est vraiment les seconds rôles qui ont vraiment une grosse approche dans le film. Un rôle percutant quand même pour toi. Raconte-nous un petit peu ce film. Ce film était... Kounen, à cette époque-là, j'ai fait un autre truc qui s'appelait Vibrobrut. Enfin bref. Yann et Carlo Bottini, qui écrivaient, voulaient monter le long métrage de Vibroboy. C'était impossible même à l'époque. Mais il y a eu 3 scénars, je les ai lus. On partait sur un long ultra, very, super pareil, quoi. Mais bon, ça accrochait pas. Il rencontre donc Joël Houssin, qui écrivait Doberman et tout ça, ça marche et tout ça. Là-dessus, Yann, il me parle au début que je ferai le Doberman. Eh oui. Sauf que ça se passe plus comme ça. Toi, tu t'appelles Bettenfeld, et puis il y a des gens qui s'appellent Vincent Cassel. Tu comprends? C'est normal. Je discute pas là. Bon, maintenant ça devient n'importe quoi, mais à l'époque, c'est clair. Alors on parlait de tes projets justement d'hommes, comme tu nous expliquais, tes projets cinématographiques à venir. Oui, très bien. Mis à part Rasputin ou Pierre le Fou. Voilà. Tu peux nous en dire plus? C'est moi. Mes projets... il y a des projets, je peux pas vraiment en parler, parce que comme c'est des projets, c'est d'une part... c'est un peu superstitieux et il faut pas le dire. Voilà. Disons que par rapport à une certaine époque, j'en ai un peu. D'accord. Est-ce qu'il y aura, alors la question c'est, est-ce qu'il y aura un vrai beau premier rôle? Parce que tu es une gueule du cinéma, tu as fait beaucoup de seconds rôles très marquants, on se souvient de toi dans beaucoup de films cultes, et voilà, je sais qu'il y en a beaucoup qui t'attendent dans un vrai premier rôle pour toi. Alors, ça sera le cas ou pas? Non. Pas pour cette fois. Le premier rôle que j'ai pour l'instant le plus marquant, c'est celui que j'ai avec ma famille. C'est le plus beau. Ça s'applaudit le soir. C'est vraiment le plus beau. Le reste, on verra. Ouais. Donc, ouais. Non, pas de soucis. Sinon... Des projets dans le week-end peut-être? Des projets dans le week-end? Ouais, voir d'autres films encore. Ah mais non, mais là, moi je suis content. Voilà, je suis pas très prolixe. Tu l'as assez, je trouve. Ouais, mais ce que j'aime bien, en tout cas, moi j'aime bien la transmission. Je trouve que les gens qui disent, moi je dis rien aux autres, parce que c'est moi qui l'ai trouvé, c'est des sales cons. Les gens qui disent, je pique un truc, et que les autres disent, putain il m'a piqué ce truc. Ceux qui disent qu'il m'a piqué ce truc, c'est des sales cons, parce que tu peux choper l'eau, mais tu t'arrives pas à la source. C'est ça que je dis. Voilà, jolie expression, effectivement. On peut applaudir. Ah oui, effectivement. Je dis aussi, on doit faire n'importe quoi, mais pas n'importe comment. Voilà. Bravo. Les citations de des leçons de vie. citations. Une belle leçon. Effectivement. Et les projets de Monsieur Kikoïn alors? Alors les projets de Kiko. Rasputin, non? Un remake de Top Jackie. Non, j'aimerais faire un remake d'un de mes films d'amour. Entre autres, par exemple, j'en parlais avec Dominique, celui de Saint-Tropez par exemple, mais en faire un film, une comédie, tu vois, complètement. Et Alban, qui est partie prenante, en plus, lui, il est monégasque, il va souvent à Saint-Tropez, m'a dit GG, tu veux pas savoir, le film là-bas, dans la chaleur de Saint-Tropez, cartonne, encore maintenant, 25-30 ans. Après, j'ai tourné en 81. Il y a 32 ans. Donc, mais ça c'est un projet comme ça, c'est un truc. Il faut avoir des choses dans la tête. C'est des choses qui sont dans ma tête. Sinon, comme projet chaud, j'ai une série télé que j'aimerais bien faire parce que j'adore les animaux. J'ai toujours eu des clébards. J'adore mes chiens. J'adore les chiens que j'ai eus. Et c'est une série sur. C'est simple. L'idée, elle est comme apparemment les hôpitaux, les cliniques et les services d'urgence, ça plaît beaucoup. C'est carton. J'ai eu l'idée, avec mon épouse, de faire une série sur les urgences, mais vétérinaires. C'est-à-dire que ça va... Alors,
où ça décale. C'est une comédie déjantée, mais où ça déjante. Eux, les vétos, ils sont là pour soigner. Bon, il y a le boss de la clinique qui est spécialisé dans l'orthodontie et tout, mais c'est une espèce de Dr House. Ouais. Mais c'est les maîtres qui arrivent avec leur clébard, avec leur chat, avec les pompiers qui arrivent à essayer le feu. Enfin, et les maîtres, ils deviennent complètement barges. Moi, je sais, j'ai un chien, je peux devenir barge avec mon clébard. Hein, et il y a des grands moments d'émotion. J'étais obligé d'en faire piquer un qui s'était fait renverser par une voiture. Un dimanche chez un vétérinaire seul à seul. Je peux dire, il y a des grands moments. Enfin bref, ça c'est écrit en plus, c'est écrit, donc ça c'est vachement bien. J'ai un autre projet qui s'appelle, alors ça aussi c'est un truc, c'est Ungawa. Ungawa, c'est la femme des glaces. C'est-à-dire, on retrouve dans les glaces dans le Grand Nord des expéditeurs, on retrouve un corps de femme, et puis Hibernatus. Et puis il la ramène à la base, et dans la nuit, la glace va fondre, et puis elle va commencer à bouger. Et puis il y a un petit clébard qui est là. La première chose qu'elle fait, elle prend le clébard, elle pète le clébard, parce qu'elle n'a pas bouffé depuis 3000 ans, certainement. Ça creuse. Et donc ils vont la ramener dans notre société, et là c'est tout le décalage qu'il y a entre ces personnages qui ont vécu à une époque que l'on ne connaît pas et qu'on invente, qu'on a inventé, et maintenant avec tous les mecs qui veulent profiter du truc. C'est un peu l'enfant. C'est un peu l'enfant sauvage, mais version féminine. Ouais, mais elle fait des émissions de télé, mais elle se met à délirer parce qu'elle est reprise. Parce qu'en fait, on apprend que c'était une ancienne prêtresse de l'amour. D'accord, on y revient toujours finalement. Il y a des moments. Il va y avoir de la neige. Et à l'époque, il prenait déjà des champignons hallucinogènes. Voilà. Et alors, il y a un salaud un jour qui lui met dans son jus d'orange un LSD, tu vois. Et là, elle barre dans un trip terrifiant. Un super concept. Ungawa. Ça s'appelle Ungawa, parce que c'est son cri de guerre. Ungawa. Et elle finit en Suisse dans un chalet avec des nattes, façon. Voilà. Avec le mec qui tombe amoureux, qu'il a découvert. Parce que le mec qui l'a découvert, ça, on rejoint Phantom of Paradise, le mec, le scientifique, tonneux, qui l'a découvert et tout, tombe amoureux d'elle, mais le présentateur de télé pourri qui va en faire une star pour faire du pognon, il arrive à l'éliminer, tu vois. Il ne faut pas trop en dire, parce que le film, s'il se tourne, voilà. Ah ben on espère bien. En tout cas, moi, ce que je vous souhaite, en tout cas, c'est de tourner tous les deux ensemble, parce que vous avez une belle complicité, ça se voit. Vous avez l'air de bien vous entendre, donc j'espère que vous aurez des projets. Ouais. Je pense que ça ferait un beau duo devant et derrière la caméra, effectivement. Ça c'est vos choses à vous. L'entrée des artistes, on va voir. Pour le casting, on va voir là. J'ai quelqu'un juste devant là. Je sais plus comment elle s'appelle.